Donc, chers professeurs, étudiantes, étudiants, chers collègues surtout, au nom de M. Simon Harel et M. Robert Schwarzard et moi-même, permettez-moi de vous accueillir au sein de notre cycle de conférences intitulé Philosophie et pratique des humanités. Bonjour Julien. Dans l'Université montréalaise, cohabitation culturelle ou chasse gardée. Ce cycle a pris naissance il y a quelques mois lors d'un échange virtuel avec M. Harel sur Skype. On s'est mis à parler de l'université, de l'enseignement des sciences humaines. Quelques mois plus tard, alors qu'on préparait notre dossier, M. Schwarzard s'est joint à nous, étant lui-même concerné par l'avenir de notre discipline. Mais aux questions qu'on posait sur le devenir de notre discipline, s'est ajoutée la question qui me semble les plus pertinentes aujourd'hui. En quoi l'imaginaire de notre ville peut-il nous permettre de penser? Comment l'avenir de notre université, autant dans sa dimension spatiale que dans sa configuration économique et sociale, affecte-t-elle l'avenir de notre discipline? Est-ce que notre université peut se forger un lieu de cohabitation culturelle? Et oui, et si oui, comment? Sous l'égide de la Faculté des arts et des sciences, et en collaboration avec le département de littérature comparée et le département d'études anglaises, notre initiative se veut avant tout un dialogue hors des sentiers balisés de la recherche universitaire. À la question souvent posée de l'avenir de notre discipline, ce cycle facultaire souhaite inscrire au cœur de notre réflexion l'imaginaire de la ville de Montréal en tant que figure exemplaire d'une cohabitation culturelle à travers laquelle se jouerait le destin des sciences humaines. Il s'agit surtout de porter un regard attentif et critique à la nécessité de mettre en place des pratiques inventives grâce auxquelles la discipline elle-même se tisse à même l'imaginaire cosmopolite de la ville de Montréal. Nous ne pouvons pas ignorer que les enjeux institutionnels sont liés aux politiques établies par les instances publiques, lesquelles ont instauré des pratiques sociales et idéologiques fortement inspirées par le modèle du pluralisme culturel. C'est partant de ce modèle que nous souhaitons envisager le sens et le devoir d'un questionnement sur l'université montréalaise aujourd'hui. Ainsi, l'avenir et l'espoir des sciences humaines se situent-ils dans l'enceinte d'une forme de discipline qui serait ouverte à l'hétérogénéité, s'opposant ainsi au modèle de mondialisation dont l'héritage est intimement lié à la modernité occidentale? Compte tenu de ces enjeux, de quelle manière est-il possible de penser une pratique et une philosophie universitaire par-delà le modèle devenu canonique du pluralisme culturel? Quelles pratiques mettre en place pour valoriser la culture francophone sans exclure d'autres cultures? L'université doit-elle s'allier à d'autres forces, en provenance peut-être à l'extérieur des murs de l'université, dans l'espoir de mettre en valeur la qualité francophone de la ville et de l'université, dans un débat qui se poursuit à l'échelle internationale? Voilà en somme les questions qui chapeauteront notre projet. Donc, ce pluralisme, que pouvons-nous en dire? J'avancerai. Un premier élément, c'est que ce pluralisme, il fait partie de l'histoire des humanités au Québec, de Pierre Neveu, avec l'écologie du réel, sans oublier Foucault, des travaux de Pierre Ouellette à l'UQAM sur l'hybridité culturelle, de Shelley Simon, de Concordia sur l'hybridité culturelle, d'Aleximus qui était ici autrefois, qui est passé par Cardiff et qui est maintenant à Aix-en-Provence, qui reviendra peut-être au moment de prendre sa retraite à Montréal, et qui a travaillé sur le métissage avec François Laplantine, sans oublier Gérard Bouchard sur l'interculturalisme, Charles Taylor, avec la politique de la reconnaissance. On voit bien que nous sommes dans un lieu qui ne cesse de poser, de générer des questions, souvent identitaires, souvent post-identitaires, qui font référence à ces enjeux du pluralisme. Mon point de vue consisterait à dire qu'il faut envisager le pluralisme non pas comme l'état d'une situation sociologique, je n'ai aucune compétence dans ce domaine, mais comme l'expression discursive d'un différent, d'un rapport de force. En ce sens, ce qui m'intéresse dans le pluralisme, notamment à Montréal, c'est qu'il est conflictuel. Je crois qu'on n'a qu'à marcher dehors pour voir qu'il y a une mise en scène, à la fois dans le discours social, dans l'iconologie de la vie civique, autour notamment de la question du port du voile ou pas, des signes ostentatoires ou pas,
on voit bien que le pluralisme et les questions à propos du pluralisme ne cessent de se poser, et qu'il y a là tout un certain nombre d'éléments qui relèvent, je dirais, de la singularité, on le dit à l'université non essentialiste, mais de la singularité du Québec comme société minoritaire majoritaire, qui se pose en ce moment la question de sa responsabilité à l'égard des minorités, de ses propres minorités. Donc, une ambivalence bien réelle qui est probablement un lieu de passage dans ce qu'est le Québec d'aujourd'hui. Par ailleurs, nous sommes à l'université, c'est-à-dire que nous sommes à l'Université de Montréal, où ces questions du pluralisme se jouent dans un contexte qui est celui de la méta-université montréalaise, c'est de cette manière que j'aimerais la nommer, puisque nous avons 4 universités, nous avons même avec l'INRS 5 universités, mais disons 4 grandes universités à Montréal, qui composent moins des forteresses ou des châteaux forts qu'une cartographie de cette méta-université montréalaise de demain et d'aujourd'hui. Si Montréal, comme cité, comme métropole culturelle, peut, comme je le pense, revendiquer une singularité, c'est bien parce qu'elle peut compter sur 160 000, 170 000 étudiants universitaires qui font en sorte que c'est une grande ville universitaire des Amériques, avec Boston tenant compte des populations respectives. Il y a donc là quelque chose qui fait en sorte que le pluralisme intervient par le biais de l'université, et que le pluralisme tel que nous l'envisageons, moins un discours qui est celui du cosmopolitisme sanitaire, c'est-à-dire ce discours de la diversité dans l'unité. Ce cosmopolitisme, c'est quelque chose qui relève d'éléments qui sont très forts dans la pensée sur des éléments cosmopolites et transculturels au Québec, de Fulvio Caccia, Alamato Tassinari, sans oublier de nombreux intellectuels. Ce cosmopolitisme-là est impur. C'était la proposition de Pierre Neveu en 1988 dans l'écologie du réel. Cette dimension donc du pluralisme, elle est importante, elle est à mon sens reliée bien sûr à des enjeux qui ne sont pas, je dirais, simplistes, qui sont ceux de l'appartenance des communautés migrantes et des enfants de communautés de migration, l'appartenance à une université plutôt qu'à une autre, dans la réflexion que Tia et moi avions menée. On se posait la question toute simple et vraiment très concrète, il faut la poser dès maintenant, c'est pourquoi choisir Concordia ou McGill plutôt que l'Université de Montréal? Et ici, je parle surtout, avant de venir à l'Université de Montréal en 2005, j'ai enseigné pendant 22 ans aux États-Unis. Donc, je garde un peu ma perspective américaine sur la situation de l'ULM. Donc, il faut tenir compte de ça quand je parle des questions qui vont suivre. Les départements de sciences humaines ont subi d'importantes pertes aux États-Unis. En revanche, le Canada et le Québec se sont trouvés relativement, tout relativement, devrais-je le dire, protégés de cette tendance, mais pour des raisons qui n'ont rien à voir avec la valeur intrinsèque que nous attribuons à nos disciplines. Nos frais de scolarité relativement modérés, et à plus forte raison, le peu d'écart qui existe entre les frais de diverses disciplines ont donné que l'impitoyable idéologie mercantile, avancée par plusieurs think tanks et politiciens américains, n'est pas véhiculée avec la même verve chez nous, n'en déplaise à Margaret Wente du Globe and Mail ou de Lisiane Gagnon de la presse, ni avec la même insistance. Ou plutôt, elle serait présente, mais à rebours. Nous pouvons bel et bien insister que l'enseignement supérieur soit une responsabilité collective, mais cela ne fera pas disparaître la logique marchande pour autant, car elle est hégémonique dans le discours social en ce moment sur le plan continental, sinon mondial. Et cette logique nous dit que si l'on n'investit pas beaucoup pour se payer une éducation, on ne peut pas beaucoup reprocher à l'institution après coup quand il s'agirait de gagner sa vie, ou plutôt de ne pas la gagner à sa convenance. Les étudiants de nos disciplines sortent plus endettés et moins en mesure de rembourser leurs prêts que dans les autres disciplines. Mais la société dans son ensemble ne se sent pas particulièrement responsabilisée vis-à-vis d'eux parce qu'ils jugent que leur investissement original a été assez dérisoire.
Aux États-Unis, rappelons que le coût d'un programme de bac de 4 ans en sciences humaines peut facilement aller de 80 000 $ dans une université d'État bien cotée jusqu'à 250 000 $ dans les universités privées de haut standing. Un numéro récent de Harper's Magazine nous fait état de l'impuissance des apologies typiques des sciences humaines devant de tels fardeaux. Celles-ci font flèche de tout bois, les apologies, je veux dire. Des fois, elles jouent la carte monétaire. Une formation en sciences humaines constitue une bonne préparation pour d'autres cheminements, tels le droit, la médecine, eux-mêmes financièrement porteurs. Des fois, la carte du civisme. Les humanités préparent les jeunes à participer à la société démocratique. Et des fois, le revers de la médaille. Les humanités démasquent les opérations de pouvoir et mettent en valeur les vertus de l'ambiguïté face aux certitudes axiomatiques et dogmatiques de la politique. Enfin, là des efforts à convaincre le grand public des bienfaits des sciences humaines, certains acteurs prétendent qu'il faut avant tout convaincre leurs collègues universitaires dans les autres disciplines de la valeur de ce que nous faisons. Harper's donne à titre d'exemple Stanley Fish, qui a notoirement quitté son poste à la prestigieuse Duke University, après avoir enseigné à Berkeley et à Johns Hopkins, pour aller enseigner à l'Université de l'Illinois à Chicago, succursale urbaine de la réputée Université d'État, dont le campus principal est situé à Champaign-Urbana. En revanche, le campus de Chicago est ce qu'on appelle gentiment un commuter campus, sans mission de recherche et surtout implanté pour accueillir les minorités qui demeurent au centre de Chicago. Sans doute, Fish a pris cette décision dans un élan démocratique. Or, depuis, il semble qu'il ait changé de focus. Maintenant, il consacre ses efforts à convaincre ses pairs que les acquis et les méthodes de la théorie littéraire, et je le cite, peuvent être pertinents à l'histoire de la science, aux problèmes de la physique théorique, à l'analyse psychologique du sujet humain. Bref, justifiez-vous à vos collègues, et non plus aux centaines de millions d'Américains qui ignorent totalement ce que vous faites et à qui nous n'avons aucun droit de demander autant. Fin de la citation. J'ai entendu et même pratiqué chacune de ces stratégies à divers moments de ma carrière, sans doute, que ce soit aux États-Unis ou à l'Université de Montréal. Il n'y a pas de doute qu'une éventuelle augmentation des frais de scolarité au Québec se soldera par une pression accrue sur les sciences humaines de rendre les comptes, de démontrer d'une manière plus convaincante un retour sur l'investissement, pour ainsi dire. Jusqu'à présent, l'université ne véhicule pas trop agressivement un discours qui valorise les disciplines STEM, comme on les appelle aux États-Unis, sciences, technologie, génie et mathématiques, STEGM, même si des visions semblables quant à ce qui constitue la centralité et la périphérie de la mission universitaire sont bien présentes chez nous. En d'autres termes, jusqu'à présent, les enjeux pour nous n'ont pas été particulièrement cruciaux, mais on voit à travers les événements du printemps 2012, puis du sommet qui les a suivis, que les sciences humaines à l'Université de Montréal ne trouvent aucun protecteur d'emblée, ne fût-ce la faculté elle-même. Et là, contrairement à la vague de fermeture et de réduction de programmes auxquels on assiste aux États-Unis, la Faculté des arts et des sciences a pris la décision fort louable de réfléchir à leur bonification. La question, c'est comment?